Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Une des tâches principales du télescope spatial James Webb est de tenter de mettre en lumière les toutes premières étoiles et galaxies de l'histoire de l'univers. Pour y parvenir, il doit regarder très loin dans l'espace, et donc dans le temps. Après une année d'opération, cette mission semble être un succès. James Webb a mis en avant des galaxies très anciennes qui déjà viennent offrir un défi théorique de par leur masse et leur maturité apparente. Mais est-on seulement sûr que tous ces objets sont bel et bien des galaxies ? Ou se pourrait-il que certains de ces points lumineux, très décalés vers le rouge, soient en fait d'immenses étoiles ? C'est l'hypothèse que vient de faire un groupe de chercheurs en se penchant avec attention sur 3 objets découverts par James Webb, qui ont été classés en tant que galaxies l'année dernière. Leur lumière a été émise alors que l'univers n'était âgé que de 320 à 400 millions d'années. Ils pensent que ces objets pourraient en fait être des étoiles. Leurs sources semblent en effet être ponctuelles. Les chercheurs ont confronté les données photométriques de James Webb à plusieurs modèles représentant des galaxies, des groupes d'étoiles de population 3 et un autre type d'objets plus exotiques, des étoiles noires supermassives. Dans leur conclusion, c'est justement ce type d'étoile qui semble correspondre le mieux aux données de James Webb. S'ils parviennent à confirmer cette hypothèse, alors il faudrait accepter que l'univers a été pendant un temps peuplé par des monstres lumineux au fonctionnement étrange. Les étoiles noires seraient des astres absolument immenses qui auraient existé dans les tout premiers âges de l'univers. Elles présentent une alternative aux étoiles de population 3. Leur nom leur vient du fait qu'elles auraient comporté une forte proportion de matière noire. Cette dernière, par le biais de ses annihilations avec elle-même, aurait fourni une source d'énergie intense au cœur de ces premières étoiles. Comme des étoiles classiques, elles auraient été formées en majeure partie d'hydrogène. Cette matière classique n'aurait cependant pas pu s'effondrer sous sa propre masse, du fait du rayonnement produit par les annihilations de matière noire. Ce mécanisme leur aurait permis de grossir bien au-delà des tailles permises par des étoiles reposant sur la fusion nucléaire. Les étoiles noires auraient ainsi été sans commune mesure avec les étoiles qu'on observe dans l'univers récent. Elles auraient pu atteindre des masses se comptant en millions de masses solaires, pour des luminosités supérieures à 1 milliard de fois celles de notre étoile. Il ne serait alors pas surprenant qu'en les observant de très loin, on les prenne pour des galaxies. L'hypothèse a par ailleurs le mérite d'offrir un candidat pour expliquer la taille précoce des trous noirs supermassifs. Les étoiles noires auraient été encore plus grandes que les étoiles de population 3. En finissant par s'effondrer, elles auraient pu former directement des trous noirs de plusieurs centaines de milliers de masses solaires, lesquels auraient pu rapidement devenir des trous noirs supermassifs. On note tout de même que le modèle s'appuie généralement sur les WIMPs, des particules hypothétiques de matière noire qui n'ont jamais pu être détectées. On peut en tout cas espérer que James Webb va continuer à effectuer des détections de ce type pour nous offrir un début de réponse sur la nature des premières étoiles de l'univers. Il n'y a évidemment pas que James Webb qui scrute le cosmos. On peut parfois faire des découvertes tout aussi impressionnantes avec un miroir bien plus petit. En 2019, l'ESA a lancé en collaboration avec l'agence spatiale suisse un petit télescope du nom de Khéops, qui est dédié à la caractérisation des exoplanètes. Placé sur une orbite héliosynchrone, il observe les transits à l'aide de son miroir de 32 cm de diamètre. Cette technique consiste à mesurer les changements de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. La profondeur de la baisse de luminosité permet alors d'estimer le diamètre de la planète. On peut cependant, avec la même instrumentation, s'intéresser à un autre phénomène qu'on appelle l'éclipse secondaire. Celle-ci se produit lorsqu'une planète passe à l'inverse derrière son étoile. On peut à ce moment mesurer la luminosité de l'étoile seule pour la comparer à celle de l'étoile, plus celle de la face jour de la planète, lorsque cette dernière se trouve à côté de l'étoile. En faisant la différence entre la luminosité de l'étoile plus la planète et la luminosité de l'étoile seule, on peut alors déduire la luminosité de la phase jour de la planète, ce qui peut apporter des informations très intéressantes.
James Webb a par exemple utilisé cette technique en infrarouge pour déterminer la présence ou l'absence d'atmosphère sur des planètes du système TRAPPIST 1. Khéops ne fonctionnant pas en infrarouge, c'est plutôt l'albédo des planètes qu'il peut mesurer de cette façon. En effet, en couplant la luminosité de la phase jour de la planète à sa taille mesurée par transit, on peut estimer la proportion de lumière qu'elle réfléchit. C'est exactement l'exercice auquel Khéops s'est livré pour l'exoplanète LTT 9779b. Cette dernière est une planète de la taille de Neptune, gravitant autour d'une étoile un peu plus petite que le Soleil, située à 280 années-lumière de nous. Elle a été découverte en 2020 par TESS, un autre petit observatoire spatial dédié aux exoplanètes. La mesure de Khéops est ici intéressante car elle montre un albédo très élevé. La planète réfléchit 80% de la lumière qu'elle reçoit. C'est supérieur à l'albédo de Vénus qui est pourtant une planète très brillante. L'équipe qui a réalisé la mesure n'hésite pas ainsi à qualifier LTT 9779b de véritable miroir. Cette donnée est intéressante car elle permet de spéculer sur la composition de l'atmosphère de la géante. On sait que cette dernière est très chaude car elle gravite tout près de son étoile. On ne peut donc pas attribuer cet albédo à des nuages de vapeur d'eau. Même des nuages de verre ou de métal semblent complexes à modéliser. Avec une température estimée à 2000 degrés sur la phase jour, la planète ne ressemble à rien de ce qu'on connaît dans le système solaire. Son fort albédo est probablement dû à une atmosphère complètement saturée de métaux et de silicates. Cette dernière permet alors la formation de nuages métalliques, lesquels reflètent la majeure partie de la lumière que la planète reçoit. Il est très impressionnant de pouvoir déduire ces informations avec la lumière collectée à partir d'un tout petit télescope. C'est en tout cas très prometteur sur ce que d'autres observatoires plus grands, comme James Webb, vont être capables de faire au niveau de TRAPPIST 1 ou ailleurs. LTT 9779b va pour sa part probablement continuer à faire l'objet d'une étude approfondie. La planète surprend car elle ne devrait pas être là. Les modèles de formation planétaire n'autorisent généralement pas des planètes de type Neptune à se former et à évoluer aussi près de leur étoile. Les nuages métalliques viennent ici fournir une hypothèse intéressante. Ce sont eux qui pourraient potentiellement protéger l'atmosphère de la planète, de par leur albédo et de par leur masse, qui les rend difficiles à souffler. Allez, on revient dans le système solaire pour parler du programme Artemis, l'initiative américaine visant à ramener des humains sur la Lune. Il s'agit d'un programme international avec une forte participation européenne. On savait déjà qu'en retour, des astronautes européens allaient pouvoir séjourner sur la Gateway, la station qui va être assemblée en orbite lunaire. Depuis la semaine dernière, on sait aussi que les astronautes du continent vont poser un pied à la surface. Les missions Artemis 4 et Artemis 5 comprendront ainsi chacune un astronaute européen. Elles doivent avoir lieu en 2028 et 2029. Une troisième opportunité sera ouverte à bord d'une mission qui n'a pas encore été nommée. Ces trois occasions vont certainement être négociées très ardemment entre les principaux pays partenaires de l'Agence spatiale européenne. On ne serait pas trop étonné d'y retrouver un Français, un Allemand et un Italien, car ce sont les trois pays qui contribuent le plus au budget de l'agence. Un Français sur la Lune d'ici 10 ans, il faut bien dire que ça aurait de la classe. Mais bon, avant d'en arriver là, il faut déjà que le programme américain tienne dans la durée. On a discuté la semaine dernière des coupes budgétaires qui pointent le bout de leur nez dans le spatial allemand. Il pourrait se produire le même phénomène dans le spatial américain. Pour l'année prochaine, la NASA a demandé une hausse assez significative de son budget. Elle espère recevoir un peu plus de 27 milliards de dollars, à comparer aux 25,4 milliards de son budget 2023. Les choses pourraient cependant ne pas être aussi simples. Une commission permanente du Sénat a ainsi demandé à revoir ses objectifs à la baisse, avec un budget total qui serait plutôt similaire, voire légèrement inférieur à celui de 2023. Le budget essaierait tout de même de préserver au mieux Artemis, mais obligerait donc à faire des coupes franches dans d'autres programmes. On pense à la mission de retour d'échantillons martiens ou même à Dragonfly, l'ambitieux drone d'exploration de Titan.
Il faudrait ainsi faire une croix sur d'autres projets d'exploration de l'agence au profit du vol habité. Les États-Unis semblent se diriger vers une période d'austérité budgétaire. Les mêmes contraintes pourraient ainsi se voir prolongées sur la seconde moitié de la décennie. Il n'est alors pas dit qu'Artemis pourra remplir tous les objectifs ambitieux que la NASA veut donner au programme. Cela risque encore une fois de dépendre de la pression chinoise. En attendant d'en savoir plus, les développements continuent. L'agence spatiale américaine a ainsi demandé à Collins et à Axiom de proposer 2 nouvelles combinaisons de VA. Pour rappel, les 2 entreprises ont été choisies voilà quelques mois pour produire une nouvelle combinaison lunaire pour Axiom et une nouvelle combinaison dédiée à l'orbite basse pour Collins. Elles vont donc doubler leur production. Axiom fera aussi une combinaison pour l'orbite basse et Collins en fera également une pour la Lune. L'agence devrait ainsi se retrouver avec 4 nouvelles combinaisons et un maximum de redondance en cas de problème de développement. Sur ces mots, on boucle l'épisode de la semaine. Pas de DNDE live cette semaine car nous serons au C-Space. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires, on y répondra dans l'espace commentaire qui sortira pendant les vacances. Vous pouvez trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. Nous, on se retrouve jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.